mission scolaire. Donc, on est plus au niveau de l'école. Nous, on n'a pas cette strate-là entre le ministère et nous autres. Là, on relève directement du ministère. Ben voilà, tout à fait, tout à fait. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la contrainte, elle va devenir financière à un moment donné. Donc, si on ajoute du temps d'enseignement, ça veut dire qu'on va ajouter du personnel qu'il va falloir rémunérer. Et la subvention, elle, du gouvernement, va toujours être de 60 % de ce qui est prescrit partout. Donc, tout ce qui est en dessus de ce qui est prescrit, c'est aux frais de l'école elle-même et donc indirectement des parents. Vous comprenez? Fait que ça, c'est un peu la partie qui a d'élastique là-dedans. Un exemple qui nous concerne dans l'atelier de cet après-midi. Alors, le cours d'éthique et de culture religieuse, tel qu'il est prescrit dans le curriculum du régime pédagogique du Québec, il est obligatoire dans toutes les écoles du Québec, à partir du première année du primaire jusqu'en 5e secondaire. Okay? Ce programme-là, il est prescrit. On ne peut pas ne pas le donner. Il est obligatoire. Et l'enfant ne peut pas se soustraire à sa présence en classe non plus. Ça aussi, ça fait partie de la loi du règlement. Le programme d'éducation à la sexualité qui vient d'être implanté l'an dernier, ce programme-là, malgré tout le bien que notre conférencier a pu en dire ce matin, moi personnellement, j'ai certaines réserves là, sur le programme lui-même qui sont un petit peu plus fortes que celles qu'il a émises. Là. Mais ce programme-là, il est obligatoire. Du primaire, première année du primaire, jusqu'à la fin du secondaire. OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à éthique et culture religieuse, ce programme-là n'est pas un programme, n'est pas une matière obligatoire, mais est un programme transversal à l'ensemble des matières. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? Ça veut dire que dans les écoles, par exemple, parlons du primaire. Alors, le professeur titulaire enseigne souvent français, mathématiques, puis parfois une autre matière. Mettons qu'éducation physique et anglais, c'est souvent un autre prof qui va enseigner ça. Chez vous, peut-être c'est l'inverse. C'est peut-être le prof d'anglais, c'est pas lui qui va enseigner le français. En tout cas, peu importe. Mais de façon générale, la matière est associée à un enseignant. Au secondaire, c'est encore plus vrai. Le prof de géographie enseigne la géographie à plusieurs groupes. Le prof d'histoire enseigne, etc. L'éducation à la sexualité, ce n'est pas une matière dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prof dans l'école à qui on dit « Toi, tu vas faire l'enseignement, l'éducation à la sexualité à plusieurs groupes. » C'est pas comme ça que ça marche, ce cours-là. D'abord parce qu'il n'y a pas d'évaluation pour le cours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est noté au bulletin de l'élève. OK? Mais c'est un programme. Chaque école doit déterminer comment le programme va être donné à un niveau donné. Par exemple, le programme de première secondaire en éducation à la sexualité contient un certain nombre d'heures et l'équipe de profs qui enseigne en première secondaire va dire « Bon, ben moi, en éducation physique, je vais aborder la partie plus biologique, mettons, de ce 15 heures-là obligatoire qui était donné. » Le prof de sciences va dire « Ah, ben moi, je vais pouvoir parler de telle autre affaire. » Puis le prof de français va dire « Ben moi, je vais utiliser un texte qui parle de telle chose dans mon cours. » Puis voilà, on va avoir couvert le programme. Vous comprenez? Donc, ce programme-là est vraiment particulier là, par rapport aux autres. Puis dans les faits, ce programme-là est généralement une patate chaude, je ne sais pas si vous comprenez l'expression, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui veut le donner, parce que c'est des sujets délicats, les profs n'aiment pas généralement aborder ces questions-là avec leurs élèves, ils préfèrent enseigner leur matière propre dans laquelle ils sont à l'aise, etc., sauf certains enseignants qui ont déjà eux-mêmes des préoccupations par rapport à cette thématique-là de la sexualité. Soit qu'eux, ils considèrent qu'ils sont victimes de discrimination à cause de leur propre orientation sexuelle, soit qu'eux, ils sont, par exemple, membres de certains regroupements LGBT ou quoi que ce soit de cet ordre-là,
et qui veulent faire la promotion des valeurs de leur groupe auprès des élèves. Et remarquez qu'avec ou sans l'existence du programme d'éducation à la sexualité, généralement, ces profs-là, dans les écoles, font quand même leur propagande auprès des élèves, à l'insu des parents, bien souvent. Et ça se fait, là. C'est pas, je ne veux pas faire peur à personne, là, mais c'est le cas déjà, c'était déjà le cas. Mais là, en plus, c'est comme s'ils étaient légitimés de le faire, parce que très souvent, les gens qui sont porteurs de ces façons-là de voir la sexualité trouvent dans le programme un appui extrêmement solide actuellement, et il n'y a rien dans ce programme-là qui vient contredire ce qu'eux-mêmes affirment par ailleurs. Ça va un peu pour le portrait d'ensemble. Maintenant, la réalité, quelle est-elle? Alors, l'école privée au Québec, c'est quand même pas mal de monde. C'est 125 000 jeunes qui fréquentent l'école privée au Québec. C'est un peu plus que 10 des élèves de la province. De ce 125 000-là, ils sont répartis dans 270 établissements à peu près. Il y a 25 des établissements qui donnent l'enseignement primaire, puis 70 l'enseignement secondaire. Le 5 qui reste, c'est de l'éducation préscolaire. As-tu des statistiques par rapport à quel type d'école privée, genre il y en a sur l'accès sur les sports, sur les langues? Oui, c'est assez facile d'avoir ces informations-là. C'est très accessible. L'école privée, de plus en plus, des écoles privées sans projet éducatif particulier, sans programme particulier, il y en existe à peu près plus au Québec, au secondaire en particulier. C'est une façon d'attirer la clientèle. Depuis que l'école publique a implanté ces programmes-là, évidemment, là, il y a toute une réaction en chaîne qui se fait autour de ces questions-là. Mais en gros, c'est le portrait. Qu'est-ce qui fait qu'une école est privée au public et quelle est la place de la religion? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est la grande majorité des écoles privées au Québec, la proportion, à mon avis, ça doit être tout près de 80 de ces écoles-là ont été fondées par des ordres religieux, soit des sœurs, soit des frères, qui avaient pour vocation l'enseignement. Alors, c'est le cas des Ursulines, par exemple. C'est le cas des Eudistes, où j'ai travaillé à Saint-Jean-Eudes. C'est à l'Apocatière où je travaillais, c'était un collège séculier dont le membre unique était l'évêque. Le cas du collège de Lévis, c'est la même chose. Alors, c'est encore... Le collège appartient en propre à une corporation ecclésiastique. C'est un bill privé qui gère l'école et c'est l'évêque qui est le seul propriétaire de cette école-là. OK? Bon, donc, il faut savoir ce genre de choses-là. Malgré ça, il y a des écoles qui se sont dissociées des valeurs chrétiennes qui les ont mis au monde et qui l'ont fait de façon très affirmée. Il y a eu tout un phénomène, particulièrement entre les années 85 à 2000, qu'on a appelé la relève institutionnelle là, dans le jargon des écoles privées, parce que les écoles privées sont regroupées en associations puis en fédérations. Là. Et il y a eu toute une espèce de campagne pour qu'on instaure des conseils d'administration avec un caractère plus démocratique, c'est-à-dire qu'on fasse administrer l'école, au fond, non plus par l'ordre religieux ou la corporation religieuse qui les a fait naître, mais par un conseil d'administration au sens strict, comme on en voit dans les cégeps, par exemple. Alors, le cas que je connais, par exemple, à Saint-Jean-Eudes, ce qui est arrivé, ça a été même, je dirais, un peu plus grave que ça. Les parodistes comme tels ont carrément vendu l'école au ministère de l'Éducation pour qu'il fonde le cégep Limoilou. Et les profs ont refondé un autre Saint-Jean-Eudes, si vous voulez, mais complètement laïque, complètement dissocié du projet éducatif chrétien que les eudistes avaient porté jusque-là. Et moi, j'étais directeur d'une école qui n'avait aucune valeur chrétienne, même si ça s'appelle Saint-Jean-Eudes, qui est un saint quand même assez identifié au christianisme, même si c'est les eudistes qui ont fondé l'école. Hein? Bon. Alors ça, c'est arrivé dans plein d'écoles.
Il y a des écoles qui, tout en faisant la relève institutionnelle, c'est-à-dire tout en gardant un conseil d'administration plutôt laïque, parfois avec quelques membres religieux dessus, ont gardé quelques éléments du christianisme dans leur projet éducatif. Okay? Mais ce n'est pas toujours très clair. Puis souvent, entre ce qui est promu dans les documents officiels et ce qui est vécu sur le terrain, c'est assez discordant. Okay? Je pourrais vous donner quelques exemples de ça tout à l'heure. Je vous dirais que le portrait tel que je le connais actuellement, dans la région de Québec, il y a des écoles où on a fait, même si l'école a encore un caractère confessionnel officiel, il n'y a rien, il n'y a aucun cours d'enseignement religieux catholique qui se donne dans ces écoles-là. Okay? Et il y en a actuellement sur le territoire. Qui sont identifiés comme confessionnels, mais sans donner l'enseignement catholique. Vous comprenez que quand ça se donne, c'est toujours en dessous du programme éthique et culture religieuse. Okay. Mais il y en a un certain nombre qui ont décidé d'introduire dans leur curriculum le cours d'enseignement religieux catholique ou de le maintenir, si vous voulez, parce qu'il était là avant, et qui compriment les autres programmes pour continuer d'offrir ce cours-là. C'est le cas des Ursulines, c'est le cas de Saint-Cœur-de-Marie. Là, je parle des écoles primaires en particulier. Une école comme l'Eau-Vive, par exemple, à Chauveau, a un projet éducatif chrétien avec le cours d'enseignement religieux protestant dans cette école-là. Et il y a aussi un service d'animation, parce que là, ce qui est imposé, par exemple, au secondaire, c'est que les écoles aient un animateur spirituel de vie spirituelle et communautaire. Alors ça, en soi, ce n'est pas quelqu'un qui fait la promotion du catholicisme ou du christianisme dans son école. Ça lui est strictement interdit de faire ça. Il y a seulement un animateur de pastoral qui peut faire ça dans une école, qui a le droit de faire ça à condition que le projet éducatif de l'école soit confessionnel. Et ce n'est pas la même personne. C'est deux personnes différentes qui peuvent faire ça. Okay? Parce que la vie spirituelle, ça doit être neutre. L'animateur de vie spirituelle ne peut pas faire la promotion du christianisme dans les activités qu'il promeut. C'est clairement indiqué dans la loi. Alors ça, c'est des choses, c'est pas... je dirais, il faut savoir un peu ces choses-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, ce n'est pas parce que l'école est porteuse d'un projet éducatif chrétien dans ses textes, dans ses valeurs, dans ce dont elle fait la promotion, ce n'est pas parce qu'elle porte un nom chrétien que les gens qui y travaillent sont porteurs eux-mêmes de la foi chrétienne. Parce que les critères d'embauche n'ont rien à voir avec la foi et ne peuvent pas avoir affaire avec la foi parce qu'il y a d'autres lois au Québec qui encadrent l'embauche et qui font qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base de sa foi. Donc, on ne peut pas rejeter une candidature parce qu'elle n'est pas catholique ou parce qu'elle n'est pas pratiquante ou parce que, vous comprenez? Alors, ça, c'est un autre problème. Alors, même les écoles, par exemple, qui maintiennent et dont la direction et l'administration veut maintenir. Ah, bien, c'est ça. Mais même dans la façon d'interroger la personne, il faut être très prudent. Il faut être très prudent parce qu'on ne peut pas poser des questions qui font référence à la foi. On ne peut pas demander que la personne adhère au projet éducatif de l'école. On peut demander ça. Si le projet éducatif. Ouais, voir la manière qu'elle va répondre. Parce que ça prête, par exemple, par rapport au sport, par rapport à autre chose, pour dire que la personne. Oui. Mais si tu là une question-là, tu vas voir comment elle va te répondre. Oui, c'est ça. Bien, c'est pas facile de... C'est là. Ouais. Bien, d'abord, encore faut-il qu'il y en ait des candidats, là, parce que ça, c'est l'autre problème. Oui. L'école, ils ont une exigence qu'ils soient chrétienne, conviction, protestante, évangélique. Ils ont des critères, j'ai vu. Oui, ils ont des critères. Ouais. Les professeurs, ils font Ouais. enquête. Mais je sais que
si jamais... Si c'est contesté, ils vont perdre. Ils vont perdre, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ne passeront pas à travers la charte. Oui. C'est comme les Ursulines. Oui. Mais ça, c'est pas les Ursulines qui vont choisir le prochain. Ben non, c'est ça, exactement. Exactement. À l'école au Rive encore, c'est une des exigences de l'école, c'est que les élèves inscrits, il faut qu'ils soient aussi de familles conviction protestante. Oui, oui. Et donc, apparemment, on est protégé sur la PF. Oui, Mais oui. si jamais en disant on accepte un étudiant de n'importe quelle famille, témoin de Jéhovah Oui, ou autre, oui. là, on ouvre la porte à d'autres. Oui, tout à fait. En fait, il y a un cas légal au Québec qui s'est produit. Il y a eu une contestation de la part du Collège Loyola à Montréal, vous avez probablement entendu parler, qui est une école catholique anglophone de Montréal, qui avait décidé de donner le cours d'éducation catholique, d'enseignement religieux catholique à tous ses élèves de façon obligatoire. Et il y a des parents qui ont contesté ce choix-là. Le gouvernement du Québec a contesté ce choix-là. Et en Cour suprême, c'est monté jusque-là, ils ont obtenu le droit, mais voyons, comment on appelle ça, la décision du juge, au fond, était fondée sur ceci. Le projet était explicitement catholique. Toutes les activités du Québec qui étaient offertes dans cette école-là étaient teintées de la foi catholique. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était plaqué sur l'école, mais ça faisait partie. Et l'Eau Vive, c'est exactement ce modèle-là, je dirais, pour le côté protestant, parce que eux, je vous dirais, il n'y a pas un cours, il n'y a pas un prof, il n'y a pas une personne dans l'école qui peut se comporter de façon à remettre en question le projet éducatif de l'école, qui est très clair, très explicite par rapport à ça. Ce n'est pas le cas des écoles privées confessionnelles catholiques en général. Très peu de cas. Alors, en cours, il se ferait planter s'il devait discriminer quelqu'un à l'emploi sur la base de cette chose-là. Il ne s'agit pas juste d'écrire dans son projet éducatif, c'est un projet éducatif chrétien. Il faut qu'il y ait des gestes de poser, il faut que la pratique soit réellement ça pour que ça soit considéré et pris en considération. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, au fond, l'enjeu, il est tout à fait à ce niveau-là. L'enjeu, à mon avis, il n'est pas tant au niveau de l'école lui-même, ni au niveau du choix de l'école, parce que, soit dit en passant, l'école privée est très hétérogène. Il y a des écoles privées, il y a plus de différence entre deux écoles privées qu'entre deux écoles publiques. Les écoles privées, pour avoir travaillé dans plusieurs, pour avoir côtoyé plusieurs, ont des visions souvent très, très différentes les unes des autres. Il n'y a pas d'homogénéité de pensée au niveau de l'école privée, pas du tout. Il y a autant de façons de faire qu'il y a d'écoles privées. Mais en plus de ça, c'est que le véritable enjeu, c'est les personnes qui interviennent dans l'école. C'est les enseignants eux-mêmes. Et par exemple, ce que je vous relatais tout à l'heure, un enseignant qui est porteur de certaines valeurs au niveau de la sexualité, qui enseigne dans une école publique ou privée, à mon avis, est tout aussi problématique pour nos enfants à qui on veut transmettre la foi. Autrement dit, l'école privée ne protège pas nos enfants de ce genre d'intervention-là. Et la plus belle preuve de ça, encore tout à l'heure, une dame dont l'enfant fréquente un collège à Québec me disait, à un moment donné, j'interviens auprès de mon fils parce que j'avais l'impression qu'il était en train de visionner de la pornographie sur Internet. Ça fait que j'interviens. Fait que là, il me dit, « Ah non, maman, c'est le prof qui nous demande de regarder ça. » « Ah oui, le prof, dans quel cours? » Je pense que c'était un cours de religion, etc. Puis de fait, c'était une partie du cours qui était offerte sur la sexualité. Et il y avait un document de l'école, le jeune avait une fiche qui disait oui, ce document est bien obligatoire. Puis là, la mère était découragée, puis cette madame-là était convaincue qu'elle envoyait son enfant dans une école chrétienne, catholique, là.
convaincu de ça, là. T'sais. Alors, c'est des choses qui peuvent se produire. Ça fait que ça ne nous soustrait pas de notre vigilance. Moi, je pense que ce qu'on a entendu ce matin, là, c'est assez intéressant, particulièrement ce que disait le couple. Notre premier devoir, ça sera notre responsabilité comme parents, c'est d'être vigilant par rapport à ce qui se fait, puis garder un dialogue ouvert avec nos enfants. Donc, ça, c'est une première piste, je pense, qu'il ne faut pas négliger. L'autre piste, alors, comment on peut influencer l'école elle-même? Comment on peut rendre l'école plus chrétienne, ou plus, d'une certaine manière? C'est pas si simple que ça. Puis un des problèmes, c'est que, qu'est-ce qui fait la force, par exemple, de l'eau vive? C'est que tous les protestants de la région de Québec, peu importe leur allégeance, dans le fond, se sont regroupés dans une même école. Et là, ils peuvent vivre ensemble un projet qui est vraiment confessionnel. Alors que les catholiques n'ont pas du tout ce réflexe-là. Ils se répartissent dans plein d'écoles différentes, et là, ils ont un poids relatif extrêmement faible sur l'école elle-même. Alors, par exemple, je ne sais pas, les parents vraiment catholiques, c'est-à-dire qui tiennent à ce que l'école transmette aux jeunes des valeurs catholiques, des activités catholiques, de la formation catholique à leurs enfants, bien, s'il y a un parent qui fait cette demande-là, il va être rapidement rejeté, mis de côté, parce que l'approche de l'école privée, c'est avant tout une approche clientéliste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une masse critique qui demande la même chose pour l'obtenir. Hein? Si on veut que démarre un programme de basketball dans une école, bien, qu'est-ce qui va arriver? Les parents qui veulent que leur enfant joue au basketball vont se mettre ensemble. Souvent, c'est ce qui arrive. Hein? Ils sont à l'école primaire, ils font, je ne sais pas, par exemple, de la comédie musicale, ces jeunes-là, dans une école. Ils arrivent à l'école secondaire, ils vont dans telle école, puis là, ils réclament de la direction qu'ils mettent en place un programme de comédie musicale, mais il y a 20 jeunes qui sont prêts à en faire. Alors là, le programme se met en place. Alors nous autres, le problème, c'est que très souvent, on est tellement dispersés qu'on n'a pas de masse critique et qu'on ne peut pas influencer l'école tant que ça. Alors ça, c'est un des problèmes qu'il y a par rapport je vous dirais, à la partie catholique. Chez les protestants, c'est vécu très différemment. Il y a beaucoup plus de solidarité, bizarrement, là. Mais ce n'est pas la même histoire qu'il y a derrière non plus, parce qu'au niveau des protestants, bien, il y avait l'eau vive est née quand il y a eu la division des commissions scolaires, non plus sur la base de protestants catholiques, mais sur la base de la langue. Alors, les protestants se retrouvaient, dans le fond, sans école, là, parce qu'il y avait Québec High School puis Sainte-Pat's, hein, de l'autre côté. Puis là, ils se retrouvaient dans la même commission scolaire. Alors là, il y avait comme un problème. Mais l'eau vive est francophone. L'eau vive est francophone, exactement. Oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu une question de survie. Ben oui. On a dû se réunir pour travailler ensemble. Tout à fait. Sinon, il n'y a rien. Exactement. Alors, ben c'est ça un peu. Puis Mme Blanchette, puis son équipe, je les connais bien, là, c'est des gens qui ont une vie de foi solide. Puis ça, c'est l'autre problème. C'est que moi, pour connaître beaucoup de directions d'écoles privées, ces gens-là ne sont pas porteurs de la foi chrétienne, là, en très, très grande majorité. Là. Alors, les décisions qui sont prises, évidemment, sont prises avec une mentalité qui est beaucoup plus laïque que proprement chrétienne. Hein? Bon, alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est toute la dimension communautaire. C'est-à-dire que chez les catholiques en particulier, on est habitué à vivre la foi de façon très individualiste. C'est comme ça. Il n'y a pas tant de vie communautaire que ça. Ici, l'exemple le plus intéressant qu'on retrouve, c'est évidemment à Saint-Thomas d'Aquin. Là, si Martin était là, hein, puis toi, tu fréquentes un peu ce milieu-là, Véronique aussi, je pense bien, vous connaissez. Alors, ce qui se passe à Saint-Thomas d'Aquin, c'est phénoménal, mais c'est tellement phénoménal que c'est un peu l'exception qui confirme la règle de tout ce qui se vit ailleurs. Le tissu communautaire est tellement dissous dans les autres paroisses que c'est très difficile de regrouper les gens,
pour leur faire vivre un peu ce que le couple de ce matin disait, c'est-à-dire que les jeunes, en dehors du monde scolaire, puissent fréquenter d'autres chrétiens, puissent s'identifier à d'autres chrétiens, puissent partager des activités, même des activités purement profanes, même jouer au volleyball. Mais quand tu joues au volleyball avec une gang de chrétiens, à un moment donné, tu finis par penser comme ces chrétiens-là. Tu finis par avoir être attiré dans d'autres activités plus liturgiques, plus bon, etc. Et ça, c'est très, je dirais, là, c'est très pauvre dans la vie paroissiale en général. Il y a très peu d'expériences où on prend en charge les jeunes comme on le fait à Saint-Thomas d'Aquin. Et ça, c'est un petit peu le problème. Mais imaginez, s'il y avait le pendant de l'eau vive, par exemple, s'il y avait une école de ce type-là qui regroupait il y a eu des tentatives là, un peu avec le petit séminaire diocésain, par exemple, pour les garçons, là, quand Monseigneur Ouellet a mis ça en place. Mais pour faire tenir ça, il faut un courage incroyable, il faut être très, très persévérant. Puis actuellement, démarrer une école privée, c'est pratiquement quelque chose d'impossible sur le plan financier, parce que le gouvernement, il y a un moratoire qui fait que le gouvernement n'émet plus de nouveaux permis pour les écoles privées. Donc, je pense à Saint-Michel-de-Bellechasse, par exemple, le collège Dina Bélanger, sœur Yvette, que j'ai bien connue, puis qui a fait des pieds et des mains pour faire financer son 4e et son 5e secondaire, puis qui n'est pas encore parvenu. Alors, c'est les sœurs qui absorbent des déficits année après année parce que le gouvernement ne leur accorde pas de permis. Alors, ils ont un permis, mais ils n'ont pas de subvention. Alors, les coûts de scolarité sont tellement élevés qu'il y a très peu de parents qui peuvent se permettre ça. Donc, c'est une école privée à 100%, un peu comme les écoles de vision? Pour 4e et 5e secondaire. Ouais. Ils sont subventionnés seulement en 1, 2, 3. Puis comme c'est la même administration, mais les autres, ce qu'ils font, c'est que l'argent de la subvention, ils l'étalent sur l'ensemble des niveaux, si vous voulez, ce qui fait que les parents payent toujours la même chose de la première jusqu'à la 5e secondaire, mais dans les faits, les élèves de 4 et 5 ne sont pas subventionnés du tout par le gouvernement. Est-ce qu'eux, le 4e et le 5e, ils suivent le programme du ministère? Oui, oui. Ils sont obligés quand même, sinon tu n'as pas de permis. Mais les écoles vision, si je comprends bien, eux, ils ont le programme. C'est particulier. Ouais. Eux autres, ils ont vraiment je dirais, une dérogation spéciale qui leur permet de donner le programme, mais en anglais. Oui. Alors, ça, c'est vraiment une exception. Puis je vous dirais que au gouvernement, là, il y a des tendances, puis il y a une grande partie du monde au gouvernement là, qui travaille là, qui remettent en question beaucoup ce droit-là que l'école vision peut avoir, par exemple. Ouais. C'est un peu hors, mais est-ce que les chrétiens, on peut avoir une école style vision dans le sens qu'être en dehors du programme du ministère? Oui. On pourrait, probablement. À nos frais, évidemment. Mais... Oui, à nos frais. C'est exactement ça. Mais ça coûterait très cher. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que si on veut payer nos enseignants à un salaire convenable, puis il y a une pénurie d'enseignants actuellement, là, soit dit en passant, d'abord, il faut les trouver. Il faut que ces enseignants-là, eux-mêmes, aient une vie chrétienne. Ils ne sont pas si nombreux que ça là, à s'afficher, puis en tout cas en sciences d'éducation, il doit en avoir, là, mais ils sont quand même assez rares. C'est pas évident. C'est pas évident. Je comprends. Je viens de l'Ontario, je oui. aux États-Unis, oui. Là, il n'y a aucun argent du gouvernement pour les écoles tout à fait. chrétiennes, oui. pour l'exception pour les catholiques. Puis, c'est pas facile, mais ce qui est intéressant, ils ont un programme qu'eux peuvent définir. Puis Oui. leurs enseignants n'ont pas les mêmes. C'est pas obligé de passer par le bac en éducation. Il faut qu'ils aient un bac en éducation, mais même là, ils peuvent avoir un bac. Il peut y avoir des exceptions en Ontario. Oui. Dans les écoles. Oui, non, c'est vrai, oui, c'est ça. C'est vrai. Oui, mais pas ici. Non, je sais, non. Non, ici, il y a des contraintes. Il y a vraiment des contraintes importantes à ce niveau-là. Mais l'enjeu, à mon avis, est moins au niveau des contraintes qu'au niveau de la foi chrétienne elle-même. À mon avis, le jour où on va avoir des communautés vivantes,
il y a des gens qui vont se sentir appelés à consacrer leur vie à l'enseignement et à transmettre la foi aux jeunes. Tu sais, moi, je crois ça. C'est une belle vocation. Mais pour le moment, ben, il faut d'abord nourrir les communautés elles-mêmes puis faire de véritables communautés. Tu sais, évangéliser, c'est ça. Alors, ça fait partie un peu des limites qu'on a, parce qu'on aura beau avoir n'importe quelle école avec un tag chrétien, si tous les gens qui sont à l'intérieur puis qui interviennent auprès des jeunes ne portent pas ces valeurs-là, il n'y a pas de transmission de la foi possible. Tu sais, parce que ce qui est véhiculé dans les médias, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de jeunes qui enseignent dans les écoles, ils ne sont pas méchants, là, ils n'ont même pas rien connu souvent de la foi chrétienne eux-mêmes, c'est des ignorants par rapport à ça. Les seules fois où ils entendent parler de la foi, c'est dans les médias, quand ils entendent parler des scandales sexuels des prêtres, c'est ça. T'sais. Alors, ils sont contaminés, ils sont vaccinés, dans le fond, contre la foi. Puis, ils continuent de reproduire ça. Ma fille qui fréquente Rochebelle, par exemple, elle a un enseignant en univers social qui, à peu près à tous les cours, a un discours haineux sur la foi catholique. Puis, tu sais, à un moment donné, il lui a dit, écoutez, si vous parliez de la foi musulmane comme vous parlez de la foi catholique, vous seriez mis à la porte là, depuis longtemps. Tu sais, il y a 2 poids, 2 mesures. Là. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures par rapport à ça. Là. Mais lui, il fait ça très librement, puis il n'y a personne qui va l'arrêter de faire ça. Là. C'est comme ça. Mais, à mon avis, c'est pas parce que c'est dans une école publique. C'est parce qu'il pourrait faire la même chose dans une école privée. Là. À peu de choses près, là, je vous dirais. Dans plusieurs écoles privées, il pourrait le faire. C'est un petit peu ça. Mais tu sais, les pistes, moi, je pense que c'est d'abord une piste communautaire. Il faut que la communauté prenne en main la transmission de la foi des jeunes. Il faut qu'il y ait des initiatives de prise. Il y en a. Je regarde ce qui se fait à Beauport avec... il y a une activité là, qui s'appelle la post-confirmation. Les jeunes sont regroupés avec un couple chrétien tous les vendredis, à chaque semaine. C'est des petits groupes de entre 5 et 10 jeunes, à peu près du même âge, qui sont regroupés, qui abordent des thèmes chrétiens. Et ça fait toute la différence. Tu sais, ce que le couple disait ce matin, tu sais, de 12 à 18 ans, là, il faut que les jeunes puissent s'identifier à des adultes qui sont signifiants pour eux, puis qui sont porteurs, qui vivent concrètement cette foi-là. Parce que c'est vrai que les parents, on devient vite plate et ils ne nous écoutent plus là, à cet âge-là. C'est normal, c'est normal. Ça. Alors, il faut qu'ils entendent de quelqu'un d'autre qui a du sens à leurs yeux, il faut qu'ils trouvent quelque chose comme ça. Puis plus jeunes, c'est important qu'ils puissent être en contact avec d'autres jeunes qui prient, avec d'autres jeunes qui expérimentent quelque chose de positif par rapport à la foi, pour qui ça a du sens pour eux. Hein? Alors, autrement, c'est très difficile après. Autrement, il faut qu'ils passent à travers une crise. Puis c'est sûr que le Seigneur peut ramasser les jeunes à n'importe quel moment de leur vie. Là, c'est jamais désespéré. Mais il y a des conditions qui sont plus propices que d'autres. C'est ça. Bref, si je ramasse ça un peu, ce que je connais, moi, de l'école privée, je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici avec l'impression que c'est négatif et qu'il n'y a rien à faire, pas du tout. Mais c'est surtout pas une garantie que la foi va être transmise à vos enfants si vous choisissez l'école privée. Absolument pas. Ça dépend beaucoup des personnes qui sont là. Il y a des individus que je connais qui travaillent dans les écoles privées qui font ce travail-là d'une façon extraordinaire auprès des jeunes.
Mais il y en a d'autres aussi qui sont porteurs de valeurs diamétralement opposées et qui travaillent au sein de l'école privée et qui font une propagande inverse. Et ça existe aussi. Puis des écoles privées aujourd'hui qui sont prêtes à se mouiller sur la place publique pour défendre les valeurs chrétiennes, là, ouvertement, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. Parce qu'ils ne veulent pas être identifiés à une certaine droite religieuse ou je ne sais pas trop, mais il y a une crainte au niveau de la clientèle, parce que ces gens-là, ils vivent avec le monde qui sont là. C'est ça. Moi, c'est drôle, j'ai travaillé dans une école qui était de confession catholique, là, quand j'étais à l'Apocatière, où tous les matins, la journée commençait avec une prière dans toutes les classes. C'était déjà incroyable. Il y avait une chapelle dans le collège comme tel, il y avait des liturgies, il y avait de l'animation pastorale, il y avait des rencontres de tous les groupes de l'école par le service de pastoral, à l'intérieur des cours, dans l'avant et dans le carême de chaque année. Il y avait un projet éducatif chrétien très, très fort. Puis j'ai travaillé dans une école qui a évacué complètement ses valeurs chrétiennes là, de son projet éducatif, là où j'étais à Saint-Jean-Eudes. Et je vous dirais qu'à certains égards, j'étais presque plus à l'aise de travailler à Saint-Jean-Eudes. Parce que il n'y avait pas de prétention à être une école catholique. C'est-à-dire que, alors que là-bas, malgré qu'il y avait de très bonnes choses qui se faisaient, puis je pense que c'était très réel, là, ce qui se faisait. Mes enfants ont fréquenté cette école-là, ma femme aussi, puis ont vécu des expériences chrétiennes très riches, très fortes. Il y avait aussi des enseignants qui étaient porteurs de d'autres valeurs, puis auprès desquels c'était très difficile d'intervenir. C'était pas facile, là, parce que c'est des gens qui sont protégés au niveau de l'emploi, on peut bien leur dire, regarde, tu fais pas ça, mais on ne peut pas les mettre à pied comme ça, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est pas, on peut les affecter à des tâches qui sont le moins dommageables possible, là, mais c'est à peu près le mieux qu'on puisse faire. C'est curieux, là, mais... Hein. Juste pour expliquer un peu le paradoxe. Mais on n'a pas l'équivalent de l'eau vive dans les écoles catholiques. Ça, je peux vous le dire. Ici, dans la région de Québec. Non. Parce que Loyola, c'est un exemple comme l'eau vive. OK. Ouais. C'est côté anglophone, Loyola aussi? Loyola, c'est catholique anglophone, oui. Ouais. Comme parent, choisir une école privée, vous devez choisir les deux pour vos enfants. Pourquoi le choix d'une école privée ou d'une école publique pour vos enfants? Purement en fonction de l'enfant lui-même et de ses besoins. Mais par rapport à la foi, donc ça revient à vous comme parent de... Totalement. Pour moi, j'ai toujours eu le sentiment, mon épouse aussi, que la transmission de la foi ne se faisait pas à l'école. Okay. Moi, j'ai toujours vécu comme si l'école n'était pas le premier, en tout cas, certainement pas le principal vecteur de transmission de la foi à mes enfants. Moi, j'ai tenu à ce que mes enfants soient... je les ai encouragés à faire partie de groupes d'enfants chrétiens, à vivre des expériences chrétiennes avec d'autres enfants chrétiens, à faire des camps chrétiens, Puis, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'étais à l'Apocatière, mes enfants, ils ont participé à des activités pastorales de l'école aussi, ils ont fait des voyages humanitaires en Haïti, dans ces endroits-là. Ils étaient très proches de l'animateur de pastoral qui était un prêtre, qui était Alors, mais j'ai jamais pensé, j'ai jamais délégué ma responsabilité de transmettre la foi à mes enfants à l'école. Moi, par exemple, déléguer ça, non. Par contre, moi, j'ai une fille qui tient à ses valeurs,
Mm. Puis elle est en première année, qu'on lui parle de toute autre religion sauf de la sienne. Ouais. Puis c'est une petite fille qui est très facile, très douce, Oui. mais elle était très désagréable dans ces cours-là. Mm. Puis ils ont été obligés de m'appeler. Oui. Puis elle avait un comportement inacceptable. Mm. Puis ça a sorti que c'est pourquoi tu me parles toujours des autres religions sauf de la mienne. Mm. Puis j'ai parlé avec l'école, puis ils ont compris. Mm. Pour arrêter, ils ont vu que le comportement arrêtait avec. Ah oui. Tu sais, c'était vraiment qu'elle n'était pas bien. Mm. Puis ce que j'ai vu avec le changement dans l'école privée, Oui. où j'ai visité les écoles privées, puis je suis d'accord avec toi, là, j'ai compris dans les autres Mm. écoles. J'ai vu l'animatrice de pastoral. C'est ça les projets. Puis, Mm. tu sens un peu l'ambiance dans l'école. Mm. Mais aux autres semaines, j'ai senti quelque chose de Mm. différent dans les valeurs. Mm. Je ne dis pas que tout le monde est catho-pratiquant. Non, 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 non. Mais il y avait la place à ça. Oui. Puis ma fille est rentrée fin novembre, puis en décembre, elle faisait un rôle principal des chants dans le spectacle de Noël. Puis on parlait de Jésus tout le long, c'était vraiment catho. Mm. Fait que je me dis, c'est une grosse représentation, puis les parents sont Oui. invités. Fait que, tu sais, on dirait qu'elle a une bouffée d'air frais. Oui. Elle cherche ça, là, vers l'Eucharistie le samedi, des fois, Mm. pour voir les enfants. Mm. Saint Thomas envoie des enfants. Mm. Tu sais, c'est. Ils ont besoin. Absolument. Puis comme tu dis, là, faire du sport entre enfants, avant, il y avait ça là pour les enfants. Oui. C'est Oui. ça. Mon fils, Mm. ça leur prend des places comme ça. Puis juste Oui. pour cet enfant-là, de la mettre dans cette école-là, ça lui a fait du bien. Parce Tout à qu'il fait. a le droit d'en parler. Oui. Alors qu'il y a une place. Ouais. Oh oui. Il fallait que j'intervienne. Tu sais, ma position là-dessus n'est pas absolue. C'est-à-dire, je ne dis pas que l'école privée ou l'école publique, je pourrais dire la même chose de l'école publique, mais c'est pas, autrement dit, je pense que certains enfants ont besoin d'un milieu qui est plus accueillant pour leurs convictions religieuses que d'autres. Tu sais. Puis dépendamment du tempérament de l'enfant, dépendamment de ça, moi je pense que ce qu'on s'est fait dire ce matin, c'est très juste. Il n'y a pas deux enfants qui ont exactement le même besoin par rapport à ça. Tu sais. Puis il faut être attentif à ça. Puis tu sais, moi, tu vois, là, quand on est déménagé à Québec, j'avais un fils en secondaire 4 puis une fille en secondaire 2. C'est drôle. Puis moi, je ne me suis jamais posé la question. Hein. Ils viennent à l'école où je suis le directeur, c'est ça, le directeur de l'école. Tu sais, je me souviens de mon fils, c'était incroyable. Je vous le raconte, mais j'ai un peu honte, là, mais je pense que ça va vous aider un peu à savoir qui je suis aussi. Là. Je suis loin d'être infaillible. Alors, mon fils, il devait choisir ses vêtements d'école, qu'il allait chercher chez un fournisseur qui avait son magasin sur la première avenue. Ça fait qu'il n'avait pas mis les pieds à l'école encore. Puis là, après que moi j'ai fini l'école, je vais le chercher parce que là, il commençait le lendemain. Je viens le chercher, je l'embarque dans l'auto, puis là, il dit pas un mot. Tu sais, 15 ans, pas un mot, tout le long du trajet. Puis là, on arrive devant le magasin en question. Puis là, j'ouvre la porte, puis je débarque, puis il reste assis. Fait que là, je rembarque. J'ai dit, ben là, Charles, il faut que tu viennes choisir tes vêtements. Pas un son. Rien. Il ne bouge pas. Fait que là, j'essaie de faire mon comique. Je dis, regarde, Charles, on n'a pas le même format. Lui, c'est un grand mince. Moi, je dis, je ne peux pas les essayer pour toi. Il faut que tu viennes. Puis là, il parle. Il dit, tu sais, moi, ça n'a jamais été mon choix de déménager à Québec. T'sais. Puis là, ça commence. Puis tu vois, lui, il a fini son année là, puis pourtant, il n'a jamais eu de misère à l'école. Puis l'année suivante, il est allé à Rochebelle. Il a fini son secondaire 5 à Rochebelle. Puis ça a super bien été. T'sais. Puis ma fille, elle est arrivée en secondaire 2 comme un poisson dans l'eau à Saint-Jean. Elle est tombée dans une gang super facile, tout était... Mais tu sais, il n'y a pas deux enfants pareils. Puis au niveau de la foi, c'est la même chose, tu sais. Il y en a qui sont plus introvertis, d'autres plus extravertis. Il y en a qui ont besoin de se démarquer, d'autres... Tu sais, ils ont vraiment toutes des personnalités un peu différentes. Puis je regarde, là, tu vois, ma plus jeune qui est au primaire,
Elle n'est pas allée au privé au primaire, mais elle va aller l'an prochain dans une école privée. Parce qu'elle, dans son tempérament, dans sa manière d'être, je sais que ça va l'aider. Ça va un peu comme... À cause de l'encadrement, puis parce que je sais que l'école où elle va aller, le fait qu'elle soit chrétienne, puis qu'elle ait des réflexes, mettons, tu sais, qu'elle va m'amener à affirmer sa foi, elle ne sera pas ostracisée comme si elle allait à Rochebelle, par exemple. Tu sais, alors que mon autre fille, Lorraine, qui est à Rochebelle, elle, ça ne fait pas impliquer la différence. Elle obstine son prof, tu sais, qui n'arrête pas de bâcher, tu sais, puis elle est complètement libre par rapport à ça. Mais je sais que Marie-Catherine, ça ne serait pas la même chose, pas du tout. Elle souffrirait de ça. Fait que c'est pas magique, là. C'est pas de solution miraculeuse. Vous disiez par rapport aux personnes Oui. qui sont en charge, même en l'espace de quelques années, l'école privée peut changer énormément. J'ai fréquenté une école privée, puis en l'espace de 5 ou 6 ans, tu changes la direction, les professeurs. Totalement. L'école n'est plus la même quand j'ai fréquenté, mais quand mes petites sœurs l'ont fréquenté. C'est sûr. Mais tu sais, il y a même ça pour un enfant. Tu Oui. commences au secondaire 1, tu fais au secondaire 5, ça peut être un monde au niveau des transformations de valeurs, la qualité de l'éducation. Même à la public, je pense qu'il y a peut-être plus une sorte de stabilité. D'uniformité, oui. Oui, oui. Privée, on est plusieurs dans la famille, fait que mes parents le regardaient, puis quand moi j'ai commencé les plus jeunes, Ah, on oui, peut changer très juste. énormément. Très, très juste. Ouais. C'est pour ça, pour les catholiques, ils misent sur les Ursulines. Et écoute, c'est-tu des catholiques engagés? Ben moi, je pense que oui. S'impliquent dans cette école, c'est une façon de le... Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, c'est vrai aux Ursulines. Je sais qu'à Saint-Cœur-de-Marie, à l'extérieur de Saint-Cœur-de-Marie, à Beauport, c'est extraordinaire ce qui se passe là aussi. Vraiment, des religieux sont encore très présents dans l'école. Richard Morin, le directeur, c'est un croyant, c'est quelqu'un qui prie, on prie l'un pour l'autre. Il a été très malade, on partage notre foi. Tu sais, mais écoute, je fais ça avec lui, là, mais il n'y a pas beaucoup de directeurs. Puis j'ai une super bonne relation avec tous les autres directeurs, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas des gens qui ont une pratique religieuse, qui sont préoccupés par la transmission de la foi dans leur école. Ce pas des gens qui vont être scandalisés de voir certaines campagnes de promotion sur la sexualité affichées sur les murs de leur école. Ça les heurtera pas du tout, ça les dérangera pas. T'sais. Puis avec Caroline Blanchette, par exemple, j'ai souvent beaucoup plus d'affinité, même si on n'est pas de la même confession religieuse, parce qu'elle a une vie de foi importante. C'est ça aussi. T'sais. Mais c'est ça. C'est un peu ça. Votre fils, c'est Thomas? Oui. Oui. Les trois ensemble. Oui, oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est ça. Mais tu vois, lui, il fait beaucoup d'interventions dans certaines écoles privées, entre autres. À Beauceville, à Dina Bélanger, à Saint-Michel, il fait ça. Je sais qu'au Collège de Lévis aussi, il y a des bonnes choses qui se font. Je sais que, tu sais, au Père Maris, il y a le Père Martel qui est là, qui est très présent auprès des élèves, qui a quand même une bonne influence, là, tu sais. Il incarne une présence catholique crédible, dans le fond, tu sais, dans le milieu, là. Tu sais, ça, c'est bon. Tu sais, je pense qu'il se fait des bonnes choses à bien des places aussi, mais ça manque de, tu sais, il y a... C'est assez pour que tu peux être dans la pastorale d'une école catholique et le faire ostraciser pour ça. Bien sûr. Ça se vaut, Oui. c'est pas une garantie. Non. Même de la pastorale qui est offerte, c'est Mm. une minorité quand même. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, moi, ça fait le tour un peu de ce que j'avais à vous raconter. Je sais pas, j'ai pas trop passé mon bidule, là, mais un petit groupe comme ça, je trouve que c'est plus... oui, c'est ça. Tu sais, l'héritage religieux, moi, j'ai toujours été impressionné quand on regarde les projets éducatifs initiaux des écoles privées. Là, c'est incroyable comment la transmission de la foi, là, c'est très souvent la première valeur. La raison pour laquelle un paquet d'écoles privées ont été fondées, c'était
pour transmettre la foi en premier lieu. C'était ça le premier sens. Tu sais. Puis, il y a des fondateurs qui doivent se revirer dans leur tombe aujourd'hui, là, certains. C'est ça, même, Ursuline. Oui, Marie de l'Incarnation, ben oui. Oui, ça c'est extraordinaire parce que j'ai dit, Oui. l'école, ce que ma fille sent, Oui. c'est pas la performance et tout. Mm. Quand on parle à la directrice, elle doit être pour Ouais. Ouais. Tu sais, fait que là, Hein. ma fille, elle, oh, le temps est encore. J'en ai une qui a un petit peu plus de. Hein. C'est ça. C'est ça. Je trouve que. Ouais. Quand t'accueilles un enfant, Mm. son développement, Oui. Oui. dans l'école, dans le milieu, tout. Mm. Ça, Mm. Ouais. c'est décevant. Ça, c'est sûr que c'est Ouais. pas Ouais. Non. Oui. Mais, et toi, comment t'as fait pour choisir tes connecteurs dans les écoles? Ouais. C'est ça, hein? Moi, j'y connais pas mal. On peut se tromper, mais ce que vous disiez est très juste. C'est-à-dire que il y a un changement de direction, il y a 2, 3 nouveaux profs qui arrivent dans l'école. Écoute, ça change tout, là. Ça change comme ça, là. Puis moi, je l'ai vu là, à plusieurs endroits, là, ce phénomène-là, là, c'est ça. Puis la direction dans une école, ça joue beaucoup. Ouais, ça joue beaucoup. Ou même la réputation Ouais. extérieure, des surprises, de regarder les classements, on regarde ça. Oui. Puis les préjugés qu'on a sur une école, c'est pas la réalité Non. sur le terrain. Tu sais, Mm. les écoles qu'on pense que c'est beau, puis c'est. Mm. Mais. Si je t'écoutais parler, je me disais, je sais que tu parles de là. Comment je l'ai échappé, ce bout-là? Mais, Jésus-Marie, ouais. mais tu sais, c'est un exemple, mais c'est aussi. Oui. Moi, j'ai vécu la transition des religieuses. Oui. C'est ça, moi, dans sa Oui. famille, mes enfants. Fait que mais c'est un exemple, je parlais il y a d'autres écoles aussi que j'ai connues, que entre le moment où maintenant on a commencé, puis après, il y a une transition qui se fait. C'est pas la seule école où on l'a vécu. Il y a au public aussi, ça se vit des choses comme ça. Je connais une maman, elle a eu beaucoup d'enfants. Fait qu'elle a eu des enfants Oui. peu à l'école publique. Puis elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris ses filles, envoyé dans une école avec un programme spécialisé au public, Mm. parce qu'elle voyait que la motivation se perdait. Oui. Moi, je te le dis. Mais on l'a vu aussi au public, mais il y avait aussi le quartier change. Fait que Oui. C'est ça qui a un impact sur l'école de quartier. Oui. La direction aussi. Mais la direction oui, sûrement aussi. Oui. On peut changer Oui, absolument. Puis des fois, tu sais, tu es un peu... Parce que moi, je connais bien Paul André, là, qui a travaillé à Jésus-Marie, puis, tu sais, il me racontait un petit peu des fois, là, comment il était menotté, là, dans ses écoutes. Il ne pouvait rien faire, là. Il était complètement... Puis ça prend pas grand-chose, des fois, là, pour changer complètement l'allure d'une école, là.